Je m'appelle Sarah, et dès mon plus jeune âge, j'ai appris une amère leçon: dans ma famille, l'amour n'a jamais été distribué de manière égale. Mon frère aîné, Daniel, a toujours été l'enfant en or aux yeux de mes parents. Il n'a pas seulement été félicité à chaque occasion, il a reçu le meilleur de tout ce que notre famille avait à offrir. Et moi? J'étais l'ombre en arrière-plan, celle dont il se souvenait uniquement lorsqu'il fallait faire des corvées ou lorsqu'il voulait comparer quelqu'un à Daniel pour renforcer encore plus ses éloges. Je me souviens encore de ce Noël quand j'avais 7 ans. Daniel a déchiré la plus grande boîte sous l'arbre et a crié de joie en voyant la nouvelle console de jeu. Mes parents rayonnaient et ma mère a même sorti son téléphone pour enregistrer ce moment spécial. Je me suis assis tranquillement, attendant mon tour, essayant de ne pas trop espérer. Mon cadeau? Un t-shirt gris provenant d'un magasin de liquidation, étiquette toujours accrochée, 3,99 $, avec le logo d'une entreprise de plomberie dessus. Trop grand, trop moche et bien trop évident pour que personne n'ait pris la peine de le choisir à ma place. Ma mère a juste souri et a dit: « Chérie, tu devrais apprendre à être contente. Daniel est plus âgé. Il a besoin de choses plus importantes. » Je me forçai à sourire, puis m'assis dans un coin, regardant Daniel jouer à son nouveau jeu, la lueur de l'écran illuminant son visage ravi tandis que je clignais des yeux pour masquer la piqûre dans mes yeux. Les vacances n'ont jamais été meilleures. Pour le 16e anniversaire de Daniel, ils ont organisé une grande fête en plein air. Il y avait un groupe live, cela s'est tenu dans un parc au bord d'un lac, et ils lui ont offert une Ford toute neuve avec un gros nœud rouge sur le capot. Presque tout le quartier était présent. Pour moi, j'ai dû inviter 2 amis pour manger une pizza surgelée à la maison, assis sous la faible lumière jaune du salon. Mon cadeau d'anniversaire? Un carnet bon marché et un stylo à billes même pas mignon, juste du genre que les gens distribuent gratuitement lors des salons de l'emploi. « Tu es pratique », a dit mon père. « Vous n'avez besoin de rien d'extraordinaire. » Mais Daniel a obtenu toutes les choses sophistiquées, même s'il n'a jamais eu à le demander. Lorsqu'il est allé à l'université, mes parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité et lui ont donné de l'argent de poche chaque mois. Quant à moi, j'ai reçu une pile de demandes de prêts étudiants et une longue conférence sur le fait de grandir et d'être indépendant. Personne ne m'a demandé si j'allais bien, si j'avais suffisamment à manger ou si j'étais épuisé par le travail de nuit. Je croyais que si je travaillais plus dur, les choses changeraient. Mais au moment où j'ai obtenu mon diplôme, ce dernier espoir s'était brisé. Daniel a été accueilli à la maison avec une grande fête dans le jardin, des confettis, un gâteau à 3 étages et les acclamations de ses proches. Mes parents lui ont offert une première maison dans la banlieue nord en récompense de tout son travail acharné. Moi? Je suis entré dans notre petite salle à manger, où seuls mes parents étaient assis, avec une boîte de restauration rapide à emporter. Ils m'ont remis une simple enveloppe blanche. J'espérais qu'il s'agirait d'un petit chèque pour m'aider à couvrir ma dette de scolarité restante, mais à l'intérieur se trouvait un billet de loterie à gratter de 2 $. Juste pour m'amuser, dit joyeusement ma mère, comme si c'était la petite blague la plus mignonne. Peut-être que tu réussiras gros. Je les ai regardés. Aucun d'eux n'avait l'air coupable ou même maladroit. Mon père haussa les épaules. Tu sais comment c'est. Tout notre argent est allé dans la maison de Daniel. J'ai souri d'un sourire creux et fatigué, j'ai plié le billet, je l'ai mis dans la poche de mon manteau usé et j'ai hoché la tête. Mais intérieurement, je n'étais pas en colère. J'étais vide. Il s'avère que je n'ai jamais fait partie du véritable plan de ma famille. Et maintenant, je commençais à comprendre que si je voulais une place dans ce monde, je devrais la faire moi-même, sans attendre que quiconque me la donne. Après ce dîner de remise des diplômes silencieux, j'ai emballé tout ce que je possédais, quelques vieux vêtements, un ordinateur portable usé et une valise rouge ébréchée et j'ai quitté la maison dans laquelle je ne m'étais jamais vraiment senti le bienvenu. J'ai loué un petit studio dans le centre-ville de Cincinnati, où les klaxons des voitures à minuit et la lueur orange des lampadaires remplaçaient le silence froid de la maison de mes parents. Mon appartement était à peine assez grand pour un lit simple, un petit bureau et une cuisinière électrique bruyante qui bourdonnait à chaque fois que je l'allumais. Les murs étaient tachés de blanc cassé, les tuyaux fuyaient quand il faisait froid et les disputes des voisins traversaient des murs fins comme du papier. Mais au moins c'était le mien. Personne ne m'a rabaissé, personne ne m'a comparé à Daniel, personne ne m'a dit que je devrais être reconnaissant pour les vêtements à prix réduit pendant les vacances. J'ai travaillé 2 emplois pour survivre. Pendant la journée, j'étais assistant marketing dans une petite entreprise d'affichage. La nuit, je travaillais dans une boulangerie près du marché, servant les clients,
essuyant les tables et sortant les poubelles jusqu'à presque minuit. Au cours de ces premières semaines, je rentrais à la maison avec des pieds douloureux, des mains sentant la farine et la graisse de friteuse, mais je me sentais plus légère que jamais à la maison. Ma famille envoyait rarement des SMS, n'appelait jamais pour me demander comment j'allais. Dans le chat de groupe familial, où j'étais toujours techniquement inclus, tout tournait toujours autour de Daniel. Ma mère envoyait des photos de lui posant pour la 3e fois avec sa nouvelle voiture ou souriant dans leur salon récemment rénové. Mon père a envoyé des vidéos de Daniel et de sa petite amie en vacances en Floride avec la légende « L'enfant mérite tout ». Je n'ai jamais participé à ces conversations. Même lorsque j'ai effectué un simple enregistrement, « Comment va tout le monde ?», les réponses n'étaient que quelques émojis sans enthousiasme. Parfois, je me demandais si je disparaissais, est-ce que quelqu'un le remarquerait ? Le billet de loterie à 2 $ que ma mère m'a offert le soir de la remise des diplômes était toujours dans le tiroir à côté de la cuisine, enfoui sous quelques pièces de monnaie, un stylo desséché et une facture d'électricité en souffrance. Je n'ai jamais pris la peine de le gratter. Pour moi, c'était un amer rappel qu'aux yeux de mes parents, c'est tout ce que je valais, une vague opportunité au lieu d'un réel investissement. Chaque soir, je passais devant ce tiroir. Parfois, je passais mes doigts sur le bord froissé du ticket, puis je le refermais. Je me suis dit que j'avais l'habitude d'être négligé, que je n'avais besoin de l'approbation de personne. Mais parfois, dans ces heures les plus calmes, j'entendais encore la voix de ma mère résonner dans mon esprit, « Daniel a besoin de plus ». Comme un éclat sous ma peau, je le portais avec moi, même dans mon sommeil. Puis un vendredi soir, j'ai été invité à une petite fête organisée par un collègue. Alors que j'étais assis tranquillement à la table des desserts, une fille nommée Marissa de l'équipe créative a commencé à discuter avec moi. Au bout d'un moment, en parlant de travail, elle pencha la tête, sourit et demanda, « Sarah, comment se fait-il que je ne t'entende jamais parler de ta famille ?» J'ai hésité, puis j'ai simplement dit, « Peut-être parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment vu comme faisant partie de tout cela. » Marissa n'a pas pleuré. Elle hocha simplement la tête, comme si elle comprenait mieux que quiconque. Ce sentiment d'être entendu sans être jugé était comme une petite fissure s'ouvrant quelque part au plus profond de moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le tiroir pour la première fois depuis des mois. J'ai récupéré le billet et j'ai regardé les numéros sous la fine couche argentée. Mon cœur a ralenti. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé non pas parce que je voulais être riche, mais parce que j'en avais assez de croire que je n'avais aucune valeur. J'ai posé le billet sur la table, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché comment le vérifier sur le site web de la loterie de l'État. À ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un nouveau message du groupe de discussion familiale. Je l'ai ouvert. C'était une photo que Daniel venait de publier. Il se tenait devant une maison, les bras autour de sa petite amie, et derrière eux se trouvait une pancarte en bois qui disait « Une aire de jeu pour notre premier-né arrive bientôt ». En dessous se trouvaient les messages de mes parents, tellement fiers. Daniel va être papa. Je ne pourrais pas être plus heureux. Pas un seul mot de ma part. J'ai ri un peu, mais cette fois, ce n'était pas amer. J'ai posé mon téléphone, j'ai débouché le stylo et j'ai doucement gratté la couche argentée. Quel que soit le résultat, j'étais prêt au changement. Je pouvais à peine respirer lorsque les chiffres se révélaient. Mon cœur battait si fort que j'ai dû placer une main sur ma poitrine pour m'assurer que j'étais toujours conscient. J'ai cligné des yeux, répétant chaque numéro dans ma barbe, craignant de mal les lire. 8, 14, 27, 33, 42, 56. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, où le site web de l'Ohio Lottery affichait « Félicitations. Vous avez gagné le jackpot, 134 millions de dollars. » J'ai laissé tomber le stylo et j'ai regardé le billet comme s'il venait de prendre feu devant moi. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un rêve. J'avais vraiment gagné. Tout l'appartement semblait retenir son souffle avec moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté de haut en bas comme les gens le font à la télé. Je restais assis là, silencieux, les mains tremblantes, l'esprit tournoyé par une seule question, et maintenant ? Je n'ai appelé personne. Il n'y avait personne dans ma vie avec qui je me sentais en sécurité pour partager cela. Ma famille ? Ils ne me demanderaient pas comment je me sentais. Ils me demandaient seulement combien j'avais l'intention de partager. Le même soir, je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai tapé dans la barre de recherche « Que faire lorsque vous gagnez à la loterie ?» Des centaines de résultats sont apparus, mais j'en ai choisi un sur un site financier bien connu. Le premier conseil était le suivant, ne le dites à personne.
Trouver un conseiller financier digne de confiance. J'ai noté quelques-uns des noms les mieux notés de la ville. Après mûre réflexion, j'ai choisi une personne nommée Carol Whitman, une experte financière avec plus de 20 ans d'expérience, dont le bureau était situé au 19e étage d'un élégant immeuble de verre du centre-ville de Cincinnati. J'étais tellement nerveux avant cette première rencontre que j'ai failli ne pas y aller. J'ai porté ma robe la plus simple, j'ai soigneusement attaché mes cheveux et je suis arrivé 15 minutes plus tôt. Le bureau de Carol sentait le thé à la menthe poivrée et une douce musique de jazz jouait en fond sonore. Elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme, ses yeux marron brillants semblant avoir vu des centaines d'histoires comme les miennes auparavant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, a déclaré Carol après que je lui ai tout raconté d'un seul coup. Mais ce n'est pas non plus magique. Nous allons faire de cela une opportunité à long terme, et non une chance ponctuelle. Pendant 3 heures, elle m'a aidé à créer un plan détaillé. Je ne réclamerai pas le prix sous mon vrai nom. Nous créerions une société à responsabilité limitée, SARL, pour recevoir les fonds, de cette façon mon identité resterait totalement privée. Carol a fait appel à un avocat fiscaliste, puis à un spécialiste en investissement. L'équipe a travaillé ensemble comme si elle était la seule personne au monde en qui je pouvais avoir confiance. Peut-être qu'il l'était vraiment. Après avoir soumis tous les documents et terminé le processus, j'ai reçu mon premier chèque, 85 millions de dollars après impôts, transféré sur un nouveau compte au nom de l'entreprise. Je ne pouvais pas croire que je détenais un numéro qui n'existait que dans mes rêves. Une fois, j'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 mois consécutifs juste pour économiser de l'argent sur la facture d'électricité. Maintenant, je pourrais acheter tout l'immeuble dans lequel je vivais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé par de petites étapes. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai effacé tous les soldes de mes cartes de crédit. J'ai quitté mon ancien appartement pour m'installer dans une petite maison tranquille en banlieue où les érables devenaient d'un rouge éclatant chaque automne. Pas de manoir, pas de voiture de sport. J'ai acheté une Lexus hybride grise, élégante mais discrète. J'ai conservé mon travail de marketing de jour, au moins pendant les premières semaines, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de temps pour m'habituer à cette nouvelle version de moi-même, une Sarah qui n'était pas constamment coincée dans un coin. C'était l'équipe du soir à la boulangerie. J'ai écrit une lettre manuscrite de remerciement au propriétaire, accompagnée d'un petit chèque pour aider à agrandir la vitrine de gâteaux. C'était l'adieu le plus gentil que j'ai jamais écrit. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas le sentiment de liberté, c'est la paix. Chaque matin, je préparais du café dans une cuisine ensoleillée et regardais le jardin où gazouillaient les moineaux. Je m'asseyais, ouvrais un livre, sans me soucier des délais de paiement ou des appels passifs-agressifs de ma mère. Ce billet de loterie est désormais accroché dans un petit cadre en verre à côté de mon bureau, non pas pour me vanter, mais pour nous rappeler que parfois la seule chose dont nous avons besoin est une chance, même si elle vient de l'endroit le plus inattendu. Et que, pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de personne d'autre pour me donner de la valeur. Je l'ai trouvé entre mes propres mains. La vie d'après cela ressemblait à un rêve, mais celui que l'on protège tranquillement, comme un secret dont on ne veut pas se réveiller. J'ai officiellement quitté le poste de marketing après 3 mois. Lors de mon dernier jour, j'ai apporté 2 boîtes de gaufres à la cannelle et un petit bouquet de lavande pour remercier tout le monde. Je leur ai dit qu'on m'avait proposé une opportunité de travail indépendant dans une agence de création à Seattle. Personne ne l'a remis en question. J'ai toujours travaillé dur, j'ai toujours rêvé plus grand. Une semaine plus tard, j'ai déménagé à Edgewood, une banlieue tranquille du sud de l'Ohio. J'ai acheté une ferme moderne à 2 étages avec un grand jardin, une cuisine ouverte avec un îlot en granit et de hautes fenêtres qui accueillaient le soleil du matin. Quelques voisins ont plaisanté en disant que j'avais dû frapper fort avec le stock de licorne. J'ai juste souri légèrement et j'ai dit, je travaille en freelance à distance pour une entreprise étrangère. Assez vague pour que personne n'en demande plus. La voiture que j'ai choisie était une Tesla blanc perle, douce et silencieuse, à l'image de ma nouvelle vie. Je l'ai enregistrée au nom de l'entreprise avec une plaque personnalisée qui indiquait simplement SK27. Personne d'autre que moi ne savait que cela représentait Sarah King, mon nom et ma date de naissance. Chaque matin, je préparais du café avec ma nouvelle machine, me tenais sur le balcon et regardais l'allée bordée d'arbres, me sentant légère. J'ai commencé à écrire, pas pour de l'argent, mais parce que j'en avais envie. J'écrivais des histoires pour enfants, quelque chose dont je rêvais depuis des années mais dont on me disait toujours que ce n'était pas pratique. Carol m'a aidé à investir dans une petite maison d'édition indépendante. Le week-end,
j'ai suivi des cours d'aquarelle dans un studio voisin. C'était la première fois que je vivais véritablement librement sans horaire rigide, sans comparaison, si Daniel pouvait le faire, pourquoi pas toi? Je suis resté complètement en dehors des réseaux sociaux, pas de photos, pas de mise à jour. Mais les rumeurs ont tendance à se faufiler. Tout a commencé avec Chloé, une camarade de classe qui partageait autrefois un dortoir avec moi. Un après-midi, j'ai reçu un message d'elle, « Sarah, tu viens d'acheter une maison à Edgewood? Je jure que j'ai vu ta photo dans le groupe du quartier et j'ai flippé. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. » Dans ce quartier, les habitants partageaient souvent des photos de nouvelles personnalités. Cette fois, c'était ma Tesla, garée à côté d'une boîte aux lettres étiquetées King, avec la légende « Que fait notre nouveau voisin pour être aussi riche ?» Starbucks gratuit à quiconque devine juste. Je me suis précipité pour retirer mon nom de la boîte aux lettres et j'ai tout réenregistré sous l'entreprise. Mais il était trop tard. Chloé n'a rien dit d'autre, mais une semaine plus tard, j'ai vu 3 appels manqués de ma mère. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de mon cousin Lucas, « Alors tu as vraiment déménagé à Edgewood? Tout le monde parle. Ta mère pense que tu as gagné de l'argent. » Ils m'ont même demandé si je savais quelque chose. Mon cœur se serra. Après des années d'oubli, il suffisait d'une photo d'une voiture et d'une nouvelle maison pour qu'ils se souviennent soudain de mon existence. Je n'ai pas répondu à Lucas, mais je savais que la chose que je redoutais le plus était enfin arrivée. Je ne pouvais pas rester caché éternellement. Les rumeurs se répandaient comme le vent, et dans ma famille, même une petite brise suffisait à susciter de folles attentes. Le lendemain matin, alors que j'arrosais les plantes, j'ai vu un SUV noir familier passer lentement et s'arrêter juste devant mon portail. Mon cœur battait à tout rompre. La vitre s'est baissée et j'ai vu Daniel, mon frère, au volant. Assise à côté de lui se trouvait ma mère, les cheveux parfaitement bouclés, les yeux pleins de curiosité. Elle n'a pas pris la peine de le cacher. Je me suis caché derrière un érable, le cœur battant. Ils ont regardé ma maison pendant un moment, puis Daniel s'est tourné vers maman et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Mais je pourrais deviner. C'est probablement elle. La voiture est partie, mais la poussière de ses pneus est restée dans mon esprit comme un avertissement. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon, une chaude lumière jaune tombant sur le parquet, mais je ne me sentais pas à l'aise comme d'habitude. Mon téléphone a sonné, un message de maman, « Nous devons parler. Nous viendrons bientôt vous rendre visite. » J'ai verrouillé l'écran. Aucune réponse. J'avais gagné ma liberté, mais maintenant la question était, que ferais-je pour la protéger? Les SMS de ma mère ont continué à arriver toute la semaine. Parfois doux, « Chérie, je veux juste te voir. Tu me manques. » Parfois décontracté, « Nous préparons votre ragoût préféré ce dimanche. Vous voulez nous rejoindre pour le dîner? » Et parfois doux, de cette manière sucrée forcée, « La famille est éternelle, Sarah, peu importe où tu vis ou ce que tu fais, tu feras toujours partie de nous. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, mais je n'ai pas non plus bloqué le numéro. Je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Finalement, après 2 semaines de silence, Daniel m'a appelé directement. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant un long moment, puis j'ai décroché. « Sarah, commença-t-il, semblant trop joyeux, « Écoute, maman est vraiment bouleversée. Tu nous as évités. » Sérieusement, elle a pleuré toute la nuit hier. Il fit une pause, puis changea de ton comme s'il cherchait à comprendre la vraie raison. « Alors, moi et Alec, nous allons nous marier. As-tu entendu? Nous organisons la cérémonie au printemps prochain. » Maman et papa sont ravis. Je me suis adossé au canapé, les yeux fixés sur le plafond. « Ouais, j'ai entendu, répondis-je brièvement. Alors pourquoi ne rentres-tu pas dîner à la maison ce dimanche? Toute la famille sera là. Viens juste pour t'amuser. Nous sommes toujours une famille, non? Je restai silencieux un moment, puis j'acceptai. Une partie de moi voulait savoir ce qu'il voulait vraiment. Une autre partie voulait me rappeler pourquoi j'étais parti en premier lieu. Dimanche soir, je me suis rendu à la vieille maison, celle dont je pensais qu'elle m'aimerait un jour en retour si j'essayais assez fort. Même palissade blanche. Même passerelle en pierre. La même vieille balançoire pend toujours sous le porche. Mais je n'étais plus la fille qui restait là à attendre des éloges. Maman a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras, juste un peu trop fort. « Tu es si maigre, dit-elle,
puis elle se dirigea directement vers la cuisine sans attendre de réponse. Papa a fait un signe de tête, comme si j'étais un invité. Daniel m'a tapoté durement dans le dos comme si nous étions des amis perdus depuis longtemps réunis après les vacances. Le dîner s'est déroulé exactement comme je l'espérais. Conversation entièrement sur Daniel et Alais. Maman a montré la robe qu'ils avaient choisie. Papa a parlé de la façon dont il décorerait le jardin pour le mariage. Je me suis assis là, j'ai souri légèrement, j'ai ramassé ma nourriture et j'ai compté les minutes jusqu'à la fin du spectacle. Lorsque le dessert arriva, maman tapota doucement sa cuillère contre son verre. Le léger tintement résonne comme un signal. J'ai quelque chose à dire, commença-t-elle, les yeux fixés sur moi. Daniel et Alais sont vraiment excités par le mariage, mais vous savez, organiser une véritable cérémonie et agrandir la maison pour pouvoir emménager, cela va coûter assez cher. Je pose mon verre, la main ferme. J'étais prêt. Et puisque tu vas si bien, a poursuivi maman, sa voix glissant dans une douceur enrobée de sucre, la famille a pensé que si tu pouvais peut-être aider juste un peu. Environ 100 000 $ pour construire un nouveau garage et aider à payer certaines dépenses de mariage. Papa hocha la tête, comme si c'était déjà réglé. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, souriant dans l'expectative. Sarah, dit-il, je sais que tu comprends. Nous sommes une famille. Le sang qui s'entraide quand c'est important devrait être une évidence. Je les ai tous regardés, mes yeux n'ayant plus aucun espoir, juste un calme tranquille, celui pour lequel je m'étais battu si durement. Famille ? Répétai-je d'une voix ferme. Où était ma famille quand j'étais à l'université ? Quand j'avais 2 boulots et que je vivais de nouilles instantanées pendant 1 mois. Où étais-tu alors ? Personne n'a répondu. Qu'est-ce que maman m'a dit à l'époque ? J'ai incliné la tête et je l'ai regardé. Oh, c'est vrai. Personne ne t'empêche de travailler plus dur. Eh bien, maintenant je l'ai fait. J'ai travaillé plus dur, mais pas pour payer les choses que tu as rejetées. Personne n'a souri. Personne n'a contesté. Je me levai, pris mon sac à main et les regardai une dernière fois. J'espérais que tu me verrais. J'espérais faire partie de cette famille, mais plus maintenant. Et si tu veux vraiment agrandir ton garage ? Je me tournai vers Daniel et lui souris. Alors personne ne vous empêche de travailler plus dur. J'ai franchi la porte, ayant l'impression qu'une vieille porte grinçante dans mon cœur s'était doucement et fermement fermée. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le doux bourdonnement des pneus contre la route et le doux vent glissant à travers la vitre fissurée. Dans le rétroviseur, la lueur de mon ancienne maison s'est estompée comme un souvenir qui s'estompe. Mais je savais que je n'avais pas simplement quitté cet endroit physiquement. Je l'avais laissé en esprit aussi. Quand je suis rentré à la maison, je me suis laissé tomber sur le canapé du salon, j'ai enlevé mes talons et j'ai poussé une longue et profonde inspiration. Le soulagement n'est pas venu d'un seul coup. Au lieu de cela, il y avait une tristesse tranquille, comme si je venais de dire au revoir à quelque chose qui signifiait autrefois tout, même si cela m'avait blessé tant de fois. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas coupable. Je viens de respirer. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas être un enfant essayant de gagner l'amour grâce à un bon comportement. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait sans arrêt, des messages de maman. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Je ne t'ai jamais traité différemment. La famille passe toujours en premier. Tu m'as vraiment blessé, Sarah. Puis de Daniel, je ne sais même plus qui tu es. Nous avions juste besoin d'un peu d'aide et tu as agi comme un étranger. J'ai déposé le téléphone dans un tiroir et je l'ai verrouillé. J'avais entendu ces lignes toute ma vie. La seule différence maintenant, c'est que je ne les croyais plus. J'ai commencé mes nouvelles journées selon mes propres conditions. Pas d'horaire rigide, pas d'envie de prouver quoi que ce soit. Chaque matin, je me levais tôt, préparais du café et m'asseyais sur le porche, regardant la lumière du soleil se répandre sur la pelouse. J'ai écrit davantage, lu davantage, et j'ai même commencé à apprendre à jouer du ukulélé ou quelque chose dont j'avais rêvé au lycée mais dont je n'ai jamais reçu d'encouragement pour le poursuivre. J'ai investi dans quelques petits projets sous les conseils de Carole, ma conseillère financière qui était devenue plutôt une amie proche. Nous parlions chaque semaine, non seulement d'argent, mais aussi de vie, d'équilibre, d'estime de soi et de vraie liberté. Ma maison s'est réchauffée avec le temps.
J'ai planté davantage de lavande le long de la clôture, ajouté une petite balançoire dans le jardin et construit une grande étagère dans le salon. Chaque article que j'ai choisi, chaque coin que j'ai décoré ressemblait à une déclaration. Je ne vivais plus dans le moule de quelqu'un d'autre. Un après-midi de fin d'automne, alors que j'arrosais le jardin, j'ai entendu sonner à la porte. Sur le perron se trouvait une enveloppe blanche sans nom. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une vieille photo de famille, moi, Daniel, maman et papa, prise lors d'un voyage d'été au lac Erie. Au dos, il y avait une ligne, peu importe où vous êtes, la maison est toujours la maison. Je n'ai pas souri. Je ne me sentais pas triste. J'ai simplement plié la photo et l'ai placée dans le tiroir à côté de la cheminée. Je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas jetée. Je n'y avais tout simplement plus ma place. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation à une exposition d'art à Columbus. Une des nouvelles de mes enfants avait été illustrée et affichée dans la section des nouveaux auteurs. J'y suis allé seul. Avec du jazz doux dans la voiture et un léger bourdonnement d'excitation dans ma poitrine, personne n'a applaudi lorsque je suis entré dans la galerie. Personne n'a pris de photos de moi à côté de l'écran, mais je me sentais entier, plus complet que jamais, debout à côté de Daniel, absorbant des éloges vides de sens. Après l'exposition, je me suis assis seul dans un petit café du coin de la rue, notant de nouvelles idées dans mon carnet en cuir. Une petite fille à la table voisine m'a observé pendant un moment, puis s'est approchée. « Es-tu celui qui a écrit Petite Lune » demanda-t-elle, les yeux brillants. J'ai hoché la tête et souri. J'aime vraiment cette histoire. Tu es un grand écrivain. Cette phrase d'un parfait inconnu m'a réchauffé le cœur d'une manière que j'avais attendu toute ma vie de ressentir de la part des personnes les plus proches de moi. Je l'ai remercié et suis retourné à ma table, la poitrine remplie d'une joie tranquille. Je n'avais plus rien à prouver, plus personne à impressionner. J'étais sorti de la cage invisible appelée devoir familial et, pour la première fois de ma vie, je vivais vraiment avec la conviction claire que j'étais digne de bonnes choses. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit, mais parce que j'avais trouvé cette valeur en moi. À travers les plus petites choses, les mois qui ont suivi se sont écoulés comme une brise fraîche lors d'une étouffante journée d'été. Ma nouvelle vie n'était ni tape à accent grave-l'œil ni bruyante, mais elle était pleine de choses dont je n'avais jamais osé rêver lorsque je vivais sous ce vieux toit. J'ai investi dans quelques startups de technologie éducative que Carole m'a présentées, j'ai acheté une petite cabane dans le Vermont pour de longues retraites et, de temps en temps, je me suis offert un voyage, non pas pour m'échapper, mais pour explorer. J'ai passé des matinées à siroter un café sur la plage de Santa Barbara, des après-midi à lire sous de vieux chênes dans l'Oregon et des soirées à regarder des feux d'artifice depuis le balcon d'un hôtel vintage à Savannah. Fini le stress financier. Fini les funambules devant les regards glacés ou les fouilles passives. Chaque jour qui passait, je me sentais plus proche de la femme que j'avais toujours cachée au plus profond de moi. J'ai commencé à écrire plus régulièrement, des histoires pour enfants pleines d'imagination, des personnages petits mais courageux, des rêves rejetés par les autres mais jamais vraiment éteints. Mon premier livre a été publié par une petite maison d'édition à Chicago et, curieusement, je n'ai ressenti aucune envie de le montrer à un membre de ma famille. Pour la première fois, le succès n'était pas lié à l'approbation extérieure. J'ai arrêté de vérifier les messages de maman ou de Daniel. Carole m'a aidé à déplacer tous les contacts personnels vers des canaux privés. Les gens qui tenaient vraiment à moi étaient déjà dans ma vie, de nouveaux amis, quelques relations professionnelles sincères et surtout, un samedi après-midi, alors que j'attendais ma commande dans ma boulangerie bio préférée du centre-ville, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Particule. Je me suis retourné. C'était Daniel. Il portait une chemise à carreaux grises, ses cheveux étaient un peu en bataille, comme s'il venait de sortir de la voiture. Il n'avait pas l'air très différent de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, sauf que maintenant ses yeux avaient perdu leur ancienne confiance. Au lieu de cela, il portait une trace de lassitude, un soupçon d'amertume. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-il avec un faible sourire. « Tu vis par ici » J'acquiesçai, poli mais distant. « Ouais, à proximité. » « Et toi » Daniel haussa les épaules. « Je viens juste chercher des pâtisseries pour aller. Elle est enceinte de notre deuxième. » Il fit une pause. « Maman parle encore de toi tout le temps. » Je n'ai rien dit. Le silence s'étira pendant quelques secondes, puis Daniel me regarda directement, la voix plus douce. « Tu sais, parfois je pense que ce monde n'est tout simplement pas juste. » J'ai incliné la tête, le regard calme, et j'ai répondu clairement. « Je suis d'accord.
La vie n'est pas juste, mais j'ai appris à la rendre juste pour moi-même. Daniel retroussa ses lèvres comme s'il voulait dire quelque chose, mais resta silencieux. Peut-être a-t-il compris que je n'étais plus la même petite sœur qui, autrefois, s'asseyait tranquillement à table, souriant de douleur. Je n'avais pas besoin d'eux pour savoir que j'en valais la peine. Son silence disait tout. Il savait que j'étais devenu trop grand pour la boîte dans laquelle ils essayaient de me garder. Un employé de la boulangerie m'a appelé et m'a tendu le sac chaud. J'ai hoché la tête en guise de remerciement et me suis tourné vers Daniel. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je le pense vraiment. Je suis parti sans me retourner. Sous le doux soleil doré qui s'étendait sur le trottoir, j'avançais lentement et régulièrement. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin de vivre. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche, une tasse de thé à la camomille à la main, les yeux levés vers un ciel parsemé d'étoiles. Le vent faisait bruisser la lavande près de la clôture. J'ai pensé aux années qui s'étaient écoulées, à toutes les fois où j'avais été oublié, comparé, donné l'impression d'être la pièce supplémentaire que je croyais autrefois être juste une version imparfaite de quelque chose de mieux, quelque chose que Daniel représentait. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Je n'étais la copie de personne. J'étais Sarah, quelqu'un qui avait été négligé, rejeté, mais aussi quelqu'un qui s'est relevé et a reconstruit sa vie à partir des morceaux. La vie est-elle injuste? Peut-être. Mais je l'ai rendue équitable de mes propres mains et de ma propre conviction. Et la liberté dont je dispose maintenant? Personne ne peut enlever cela à une fille sous-estimée par sa propre famille. Sarah avait dépassé les vieilles blessures pour construire de ses propres mains une vie de liberté et de valeur. Elle ne cherchait plus la validation de ceux qui l'avaient blessée, mais apprit plutôt à s'aimer et à vivre en accord avec ce en quoi elle croyait. L'histoire de Sarah nous le rappelle, personne n'a le droit de définir votre valeur à part vous. Parfois, s'éloigner des relations toxiques est la toute première étape vers le vrai bonheur. Que pensez-vous du parcours de Sarah? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre notre chaîne pour découvrir des histoires plus puissantes et inspirantes sur la famille et l'estime de soi.